Évidemment, c'est un cri d'alarme terrible, et en même temps qui est à la fois, je dirais, prémonitoire, prophétique, et de toute façon, comme toujours dans les cas prophétiques, il est déjà trop tard, parce que déjà, justement, on a procédé à cet acte étrange, d'une étrange médecine, qui ressemble beaucoup aux exercices du docteur Faust, hein, c'est-à-dire qu'on a réveillé quelqu'un en le tirant de son état originaire pour l'habiller à la mode du XXe siècle européo-palestinien. Voilà. Alors, le fantôme de cette lettre extraordinaire qui dit que séculariser la langue hébraïque, c'est lui enlever sa pointe, son aiguillon apocalyptique. C'est faire comme si, justement, l'hébreu était non apocalyptique. C'est une folie parce que l'hébreu est apocalyptique. Évidemment, ce que met en scène Nourit, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que toutes les personnes que nous entendons sont agitées par quelque chose qui n'est pas paisible. Ils sont dans une sorte de lutte, de tension. D'ailleurs, si vous écoutez un petit peu ce qu'ils disent, ce qui n'est pas facile à première audition, mais moi-même je me suis amusée à relever le fait que chacun est très différent, comme vous l'avez vu, chacun a son idiome personnel, et chacun à l'intérieur de cet idiome a son mot, comme une sorte de mot-clé. Alors par exemple, Haïm Goury, je dirais que son mot-clé c'est géographie, qui se dit en ivrite géographia. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'ivrite moderne est un ivrite qui a dû utiliser un grand nombre de prothèses. Et si, moi je ne connais pas l'hébreu, mais si vous le connaissez, vous savez très bien qu'il est constitué il est métissé énormément, comme l'est le français, mais à haute dose. C'est-à-dire que la moitié de l'ivrite, je n'ai pas fait les statistiques, hein, ce sont des mots qui viennent de toutes les autres langues. Bon. Ronit Matalon utilise et manifeste et met en scène de toutes ses forces le mot dynamique. La langue, on voit le combat qui se produit avec cette langue que par ailleurs elle adore et qui est de corps à corps, de friction, de torsion. C'est absolument Ronit avec l'ange. Hein. Greenwald est dans une telle lutte avec l'hébreu qu'il se dit que qu'est-ce qui est plus fort que l'hébreu? Qu'est-ce qui est plus désirable? C'est cette étrange langue qui est le yiddish, qu'il va chercher, qu'il retourne chercher dans des pays qu'il n'a pas connus, sauf justement par ouï dire. Et ce yiddish, pour lui, ça c'est la vraie langue. Pourquoi? L'hébreu, c'est la langue de celui qui est là-haut, qu'on imagine avec un grand canotier en costume gris clair d'été, très élégant, et qui est le Très-Haut dont parle aussi le petit Adaf, qui est une pure merveille. Hein. Et, bon, alors que les petits juifs, nous, vous, avec leurs casquettes, avec la pipe de Gori, et qui sont les grands bavards que l'on connaît, alors eux, ils habitent, ils animent et ils portent une langue qu'on a marginalisée. Donc, on sait qu'on lutte beaucoup maintenant pour le yiddish, qui est donc le yiddish, que Greenwald appelle donc le Verschickte Sprache. La langue, donc il l'appelle en allemand ou en yiddish, parce que dans les deux langues ça se dirait de la même manière, Verschickte Sprache, la langue dévoyée, envoyée, dépêchée, détournée, avec le chic, vous savez que c'est un mot extraordinaire ce mot chic, qui veut dire à la fois destin en allemand et qui a donné chic en français. Hein. Et donc ce yiddish, il est merveilleux. Pourquoi? Parce que contrairement à l'hébreu qui est dans son nid, appelé maintenant Israël et qui était alors Palestine, il est, même s'il est étranger à lui-même, il est dans un mouvement de réappropriation dont le fond et dont le sol, c'est justement la réappropriation sioniste de la terre d'Israël. Alors que le yiddish, mais c'est le pauvre malheureux, c'est celui qui traverse les frontières, on l'a tous connu, le colporteur. Hein.
Et lui, il ne connaît pas les frontières. C'est donc le yiddish est libre, même s'il est misérable. Donc tous ont leur mot, et ce mot est toujours un mot de voyage, d'agitation, de mobilité. Pour Keret, c'est la tension. Pour Lahore, ce grand type qui ne sait pas que faire avec son immense corps et qui finit par le replier sur la chaise que nourrit 8 ans. Il s'agit de transmission d'héritage, mais cette transmission, c'est aussi un voyage. Et il nous dit que, en remontant et en redescendant dans tous les sens du temps de la langue, et de manière active, on arrivera, dit-il, de manière là aussi tout à fait apocalyptique, là, au point où la langue n'appartiendra plus ni à toi, ni à moi, ni à personne. Ce sont des visionnaires, hein, et je pense, moi, que c'est l'hébreu, bien sûr, qui les rend visionnaires. C'est-à-dire qu'il les rend à moitié fous et très sages. Le petit Adaf, je le connais, hein, c'est pour ça que je dis ça, qui dit de manière si poétique et si inspirée qu'il veut se débarrasser de cette langue, qui est une langue du collectif où l'individu, le jeune, celui qui veut inventer, n'a pas sa place, qui est une langue que tout le monde parle, qui est reproduite et qui répète, et donc il s'en va. La scène qu'il décrit d'ailleurs est très belle, c'est une scène très kafkaïenne, hein. Moi je suis de ce côté, et de l'autre côté de la paroi, j'entends la voix synagogale de mon père. Donc lutte entre le père et le fils. Puis il claque la porte de la synagogue, ou le mur, et puis il dit, et petit à petit, plus je la rejette, plus elle revient. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il l'a totalement rejetée, ni qu'elle est totalement revenue. C'est qu'elle est en mouvement, et ce mouvement, c'est je la repousse, elle revient. Elle revient, non pas ce que j'ai perdu, mais revient ce que je voulais quitter. Et là, il décrit quelque chose de très fort, parce que c'est littéralement comme une métaphore de l'hébreu. Revient ce que je voulais quitter. Ne revient que ce que je voulais quitter. C'est-à-dire qu'il faut que je veuille, et il faut que je veuille quitter pour que ça puisse revenir. Ça, c'est le sort de tous ces gens, qui sont dans une langue qu'ils essayent de quitter, de toutes les manières, ou de dominer, ou de maîtriser, et qui fait tout autour, eux-mêmes faisant aussi ces déploiements qui ont été peints de manière admirable par la merveilleuse femme peintre, seule à utiliser des images dans ce film. Et donc, même s'ils disent respecter cette langue, ils l'ouvrent, ils la disloquent, ils l'anatomisent, ils la greffent, ce que font les poètes, hein, c'est un travail poétique permanent. Vous voyez ce Gourevitch, qui est au début, qui a l'air d'une sorte de bloc comme ça de rationalité, et qui peu à peu est un possédé. C'est un véritable derviche. Il, hop, tout d'un coup, entre en lui une langue dont il était persuadé qu'il l'avait matée, et elle entre par ce que vous avez entendu, n'est-ce pas, cette espèce de souffle furieux là de Havel. Bon. La havelité de l'ivrite. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces êtres-là? Eh bien, quelque chose qui est très frappant, mais c'est peut-être Nourit qui leur a insufflé cela, c'est un sérieux infini. C'est une gravité, c'est non, pas du tout un se prendre au sérieux, hein, mais un sens de la gravité, de quelque chose de destinal, et donc je pense qu'elle a eu raison de laisser la dernière parole parlée et non chantée à Orly Castelblum, qui joue finalement, à une dimension ludique, qui joue le personnage de la mère inquiète, hein, et qui dit en même temps la vérité. Quelque chose d'énorme, elle dit des choses énormes. Par exemple, moi je ne fais pas de littérature, je la laisse à eux. Bon. Et d'ailleurs, j'écris comme tout le monde. Ma langue est la langue parlée par tout le monde. Mais quand même, mes enfants, je leur ai donné un nom selon la loi, qu'elle ne nous dit pas d'ailleurs. Hein. Bon. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que cette langue que je ne veux pas entendre parler va me parler, et je ne peux pas le nier. Elle s'auto-déconstruit elle-même totalement, hein, dans une contradiction qui est foudroyante. Hein.